Bonjour Eric. Eh bien bonjour Daniel et merci de ton invitation. C'est moi qui te remercie d'avoir accepté cette interview pour Vertical Project Media. On est très heureux de te recevoir à Lyon. Est-ce que tu peux brièvement nous faire comprendre comment tu es venu à l'ufologie? Qu'est-ce qui t'a amené à faire des recherches dans ce domaine? Oui, bien sûr, ça remonte loin. Alors c'est une histoire assez simple, hein. Comme beaucoup de personnes de ma génération, j'ai été très influencé, j'ai été étonné de découvrir à 14-15 ans, tu vois, ça remonte loin, j'en ai 68, on a dépassé le demi-siècle, de découvrir les livres de Frank Edwards, tout simplement. Ah oui, c'est le cas d'énormément d'ufologues de l'ancienne génération. Le livre noir des soucoupes volantes. Ça c'était Durand, ça. Ah c'est dur, ah oui. Je crois, il me semble. Oui, oui. Et donc, il a publié 2 livres, Frank Edwards. Donc, j'avais lu ça jeune, et ça m'avait passionné, bien sûr. Et puis là-dessus, il y a une histoire familiale. Mon père, qui avait beaucoup vécu, enfin, jusqu'à la fin de sa vie au Guatemala, en Amérique centrale, donc, avait vu un ovni. Il avait vu une forme circulaire plutôt ovoïde se déplacer très rapidement au soleil couchant. Donc, il m'a envoyé une lettre à ce sujet. Je l'ai gardée, bien sûr. Je l'ai sauvegardée et tout et tout. Et puis moi-même, j'ai eu la chance de faire une observation en avril 1975. C'est la seule de ma vie d'ailleurs. Une observation quand même très importante, avec des objets se déplaçant très très vite dans le ciel, mais avec un comportement très très particulier. En fait, il faut le voir pour comprendre vraiment de quoi il s'agit, l'impression que ça peut faire. On peut l'expliquer, mais c'est très difficile. On dit il n'y a pas d'inertie, il n'y a pas de gravité, c'est un problème de gravité, etc. Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment très impressionnant parce que ces objets étaient visiblement très grands. Ils avaient une envergure d'au moins 200 mètres. Et il y en avait 4 dans un couloir nord-sud. Et ils se déplaçaient par... alors, c'est même difficile de trouver les mots, pour tout te dire. À l'époque, tout ce que j'ai pu dire, c'est qu'ils dansaient. Voilà, c'est l'expression que j'ai eue. Ça dansait comme ça, très, très harmonieusement, hein, c'était très gracieux. Effectivement, il n'y avait pas d'inertie, donc hop, hop. Mais la distance... Alors quand tu dis pas d'inertie, ça signifie quoi pour les gens qui écoutent Eh bien, ça veut dire que ça se déplaçait à toute vitesse, mais sans résistance du milieu. Sans aucune résistance. D'accord. Il y avait un côté un peu féerique, hein, finalement. Ouais. On peut dire ça comme ça aussi. C'est très très difficile de trouver les mots. Et pendant des années, je n'ai pas trouvé les mots pour dire ce que j'avais vu. En plus, ils ont disparu dans le ciel profond, qui était très étoilé cette nuit-là. Et c'était lumineux. Et dès que j'ai relevé la tête, il y en avait 5 autres dans le même couloir. Et même jeu, même comportement, très très étrange. Et puis j'ai trouvé par la suite un témoignage d'un astronome français qui les avait vus aussi, mais pas le même soir, à la même heure, mais pas le même soir, 2 fois dans sa vie. Et alors lui, évidemment, il les a décrits 100 fois mieux que moi, puisqu'il c'était un professionnel et qu'il et d'ailleurs, sur le coup, je n'ai pas compris que c'était ce que j'avais vu. Il a fallu que je relise, tu vois, parce que c'était décrit très techniquement. Quand il dit l'axe de propagation était perpendiculaire au grand axe de l'ellipse et à 45 degrés du couloir, sur le coup, qu'est-ce qu'il dit? Concrètement, ça veut dire que lorsqu'on voit un cylindre, on s'attend à ce qu'il se déplace dans le sens de la longueur. Comme une voiture, si tu veux, voilà, ou un avion, train, ou un train, ou un bateau. Alors que là... Non, oui, là c'était comme ça, et ça glissait comme ça, en revenant dans le couloir. Mais très 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 gracieusement. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Hein. Tu m'avais dit qu'en fait, il gardait toujours la même distance. Ah, ça c'est l'impression que j'ai toujours presque 50 ans après. Mais c'est vrai qu'il y avait comme un rapport, comme un algorithme entre eux qui faisait que tout ça était très harmonieux. Et la deuxième vague qui a suivi tout de suite derrière, c'était pareil. Voilà, ça a disparu dans le ciel profond, donc hein, pas du tout sur l'horizon. Hein. Mais dans le ciel profond par l'éloignement. Ça allait très très vite parce que c'était haut. Et d'après l'astronome qui a réussi à faire des calculs, c'était autour de entre 8 et 10 000 km/h. 10 000 km/h. Et il y a une différence, la seule différence qu'il y a, c'est que dans une de ces deux, parce qu'il les a vus 2 fois, dans une de ces 2 observations, tout le groupe a tiré un angle droit dans le ciel. Alors, carrément. Viré à droite. Et sans que le petit jeu entre eux soit interrompu. Hein. C'est fou. Donc on a vraiment l'impression que c'est des engins, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est matériel, qu'on peut voir, peut-être qu'on peut détecter avec des radars,
mais qui semble complètement se moquer de la physique classique, je dirais. De nos lois physiques actuelles, c'est d'ailleurs tout ce qui te reste. Ouais. De cette observation-là, puisque ce n'est pas une observation rapprochée, il te reste le fait que, finalement, on n'a pas tout compris encore des lois de l'univers dans lequel on vit. Je suis bien de ton avis, voilà. Eric. C'est ça qui reste. On te dit, on peut te raconter ce qu'on veut. Toutes les générations se sont toujours racontées qu'on était arrivé au summum de la connaissance. C'est pas vrai. Et de ce point de vue-là, des fois, alors, certains me demandent, mais alors, c'est quoi l'OVNI pour toi? L'OVNI, c'est quoi pour toi? Mais j'ai dit, alors je pourrais répondre d'une manière classique, mais je dis, pour moi, ce n'est qu'un miroir. Alors là, ils ne comprennent pas du tout. Mais c'est par rapport à ça. L'OVNI, finalement, est un miroir qui, au minimum, te renvoie à notre niveau encore un peu archaïque de la connaissance par rapport à eux. C'est comme ça que moi, je vois les choses, par rapport à cette observation, bien sûr. Après, oui. Par rapport à de la recherche et tout, c'est encore autre chose. Mais voilà. Mais il faut avoir vu ça une fois dans sa vie. Et il faut bien comprendre une chose. Rien dans ta vie ne t'a jamais préparé à voir ça. Il n'y a pas de repère, il n'y a pas de point de correspondance, il n'y a aucune analogie. Rien ne te permet d'appréhender ça. C'est pour ça que je dis souvent à certains « Oh, j'ai vu une lumière dans le ciel la nuit, mais je ne sais pas ce que c'était, ça allait en ligne droite, c'était ceci, c'était cela. » Je dis « Laissez tomber. Si vous voyez vraiment quelque chose, vous n'aurez aucun doute sur le sujet. » Voilà. Alors après, c'est enseveli oui, sous l'apport du quotidien. Comme des feuilles qui viennent dessus sans arrêt, ça perd de son... Mais c'est vrai que c'est une rupture par rapport à ton quotidien. Oui, parce qu'en plus, la façon dont on fonctionne, on veut tout ramener à ce qu'on connaît. Et lorsqu'on est confronté à ce type de phénomène, on ne peut pas le ramener à ce qu'on connaît. Donc là, on est bien désemparé. Voilà. Et c'est là que le miroir prend toute sa signification. C'est ce que disait Camus du miroir. Il disait « Il renseigne, mais il n'enseigne pas ». Oui. Pourquoi? Parce qu'un miroir reflète tout sauf lui-même. Très bien.